Bonjour tout le monde, bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un grand plaisir aujourd'hui qu'on se fait. Je me disais que j'allais tout de suite dire à Jean-Marc Léger, merci du cadeau. Tout le monde le connaît, Jean-Marc, on le voit tous, on connaît ça depuis longtemps. C'est notre grand sondeur, c'est celui qui nous ausculte, nous comprend. Et durant cette période de pandémie, avec tout ce qu'on entend sur ce que ça va peut-être changer chez nous, nos comportements, notre psyché. À une époque où on le sait tous, la donnée est importante. On a tous des opinions, on entend tous des experts avec leur boule de cristal. Mais je me disais, quand Jean-Marc m'a dit, Michel, je serai disponible, je me disais, quel cadeau on va avoir de pouvoir t'entendre, Jean-Marc, sur ce que tu as observé, ce que tu recueilles comme information et comment tu peux nous synthétiser tout ça. Alors, à tout le monde, je vous dis, on a à peu près une vingtaine de minutes. Jean-Marc va nous dire tout ce qu'il a à nous dire. Puis ensuite, je vais lui poser des questions, je vais échanger. Vous pouvez nous envoyer des questions. Je pense qu'il y a un petit icône au bas de l'écran que vous pouvez utiliser pour nous envoyer ces questions-là et on va lui poser après. Sans plus tarder, Jean-Marc, je te cède la parole. Merci encore une fois. Ben, merci Michel, merci à la Chambre. Mais comme je t'ai dit, Michel, c'est toujours dangereux d'inviter un sondeur parce que je connais tout de vous. 55% des gens qui nous écoutent ont peur du virus. Ça veut aussi dire que 45% n'ont pas peur. 40% des Canadiens ont moins de revenus aujourd'hui qu'ils en avaient il y a un mois. Ça, c'est moins drôle. Même 16% ont de la difficulté à payer leur loyer au moment où on se parle. Et pire que ça, il y a 44% qui ont un niveau de stress très élevé, dont 10% qui ont des problèmes de santé mentale. Tout ça pour dire, là, c'est qu'on a un phénomène qui est particulier parce qu'on n'a pas juste une crise. On a trois crises. On a une crise sanitaire dans un premier temps, auquel on peut rajouter la crise économique et finalement la crise de santé mentale qui va suivre. Parce que quand on regarde ce qui s'est passé dans les crises, beaucoup moins comme à Fort McMurray, au feu de Fort McMurray en 2016, vous savez, à ce moment-là, 20% de la population en est restée blessée. Ils ont eu des problèmes de santé mentale. La même chose aux inondations de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. La même chose des événements mondiaux comme ce qui s'est passé le 11 septembre 2001 aux États-Unis. Tout ça pour dire, c'est qu'il y a plusieurs impacts. Il y a vraiment trois crises qui sont imbriquées l'une dans l'autre. Moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est de vous partager nos découvertes. Vous savez, comme sondeur, là, on a beaucoup d'informations. On travaille avec les gouvernements notamment, mais aussi avec l'entreprise privée. On a beaucoup d'informations. Sans nommer le nom des entreprises, il y a un certain nombre de facteurs que j'aimerais partager avec vous. C'est sûr qu'une vidéo, on n'a pas la réaction directe quand on fait une conférence, mais il y a quelque chose d'intimiste aussi dans une vidéo qui nous permet, dans le fond, de passer l'information. En bout de ligne, ce que je souhaite, c'est que vous sortiez de ce webinaire-là avec 3-4 idées fortes qui vous aident concrètement dans votre quotidien. Parce que moi, j'ai des chiffres, mais derrière les chiffres, il y a une réalité que je veux vous livrer. Et surtout, cette grande tendance sur laquelle vous devez vous accrocher pour voir les opportunités. Parce que derrière une crise, il y a toujours des opportunités. Il y a des gagnants, il y a des perdants. C'est votre camp. De quel côté serez-vous? Forcément, dans certains domaines, le vent est plus fort sur nous. Dans d'autres domaines, les gens ont le vent dans le dos. Vous savez, Wall Street Journal a publié un article fascinant qui disait que durant la Grande Dépression de 2020, le stock boursier, la valeur des actions boursières a chuté de 89 %. Ça a pris 25 ans pour revenir. Ça, c'est la Grande Dépression. Dans la Grande Récession de 2008, le stock boursier a baissé de 46 %. Ça a pris 4 ans pour revenir. Nous autres, aujourd'hui, après la Grande Dépression, la Grande Récession, on appellerait ça la Grande Contagion. Ça a baissé de 36 % l'indice boursier dès le départ, mais on a récupéré en moins d'un mois 25 %. Oui, il y a une crise économique, mais il n'y a pas de crise financière. Ça ne va pas si mal que ça si on peut réussir à déconfiner. Alors, je vous partage avec vous quelques données, quelques événements. Je vais partager mon écran, si vous permettez. Ça va vous permettre d'avoir des vrais chiffres. Et comme la Chambre le dit, cette présentation-là sera aussi disponible après à tout le monde parce que moi, c'est ma contribution sociétale d'être capable de partager avec vous des données qui sont concrètes, qui sont directes pour être capable que vous en ressortiez avec des vraies solutions. Commençons par une réflexion. Ce n'est pas l'espèce la plus forte qui survit, ni la plus intelligente, c'est celle qui sait le mieux s'adapter au changement. Ça veut dire quoi? C'est que ce n'est pas l'entreprise la plus intelligente, la plus forte qui va survivre, c'est ceux qui aujourd'hui vont prendre des décisions pour s'adapter. Il n'y a plus de normalité. Ce que vous avez vécu avant change. Ce qu'on appelle le new normal maintenant. Et vous devez vivre avec cette réalité-là. Et je vais essayer de vous donner Il y a tellement de rumeurs, d'anecdotes, de légendes urbaines. Voyez les faits tels qu'elles sont. En premier, quelques faits, l'état de la situation sur le COVID. Nous, on a un sondage qu'on publie à chaque semaine, gratuitement, qui est sur mon site Internet,
pan-canadien qui nous permettent non seulement de mesurer où on est, mais se comparer aux autres. Il est disponible. Allez sur le site, allez le chercher à chaque semaine. Chaque mardi matin, il est disponible. Ça vous donne des données sur l'état de l'esprit. Par exemple, avez-vous personnellement peur de contracter le virus? C'est important de comprendre que la peur commence à s'estomper et ça fait peur. On a eu un sommet au 6 avril avec 64 ça diminue maintenant à 55 À chaque semaine, 2-3 points. Disons, les gens ont de moins en moins peur. Et la conséquence, c'est la deuxième courbe d'en bas, le niveau de délinquance. Il y a aujourd'hui 35 des gens qui ne respectent pas l'une des 5 consignes les plus importantes énoncées par le gouvernement. Donc là, on arrive dans une normalité qui est en train de changer avec le début du déconfinement. Donc, premier constat, le niveau de peur est élevé. On poursuit l'autre question qui était, à mon avis, intéressante dans la centaine de questions testées. Lequel des énoncés correspond le plus à votre opinion? Il y a 22 qui pensent que c'est terminé. C'est derrière nous. Pas terminé, mais c'est derrière nous. 29 qu'on est au cœur et encore 39 que le pire est à venir. Il y a un mois, le 31 était de 67 Ça se déplace tranquillement parce qu'on croit qu'on est au cœur de la pandémie. C'est sûr que la réalité montréalaise est différente de l'extérieur de Montréal. À Montréal, le nombre de morts par million d'habitants est élevé, un peu plus de 400. On ressemble à ce qui se passe ailleurs dans les grandes villes du monde, alors qu'à l'extérieur de Montréal, c'est relativement beaucoup mieux. D'ailleurs, c'est pour ça que le gouvernement, dans le fond, a coupé en deux. Puis la difficulté pour le gouvernement, c'est qu'il y a 2 messages au Québec. Celui des régions extérieures de Montréal et celui de Montréal. D'un côté, ils leur disent on peut déconfiner, puis de l'autre côté, non, ça demeure dangereux. Et c'est pour ça que l'information, des fois, est un peu mêlante parce qu'on ne s'adresse pas au même public. D'ailleurs, vous voyez, sur la vitesse de déconfinement, on est des gens d'affaires. On a-tu hâte de revenir en business? C'est clair. Mais regardez le peuple, lui. Il est beaucoup plus, il attend beaucoup plus avant de revenir. Accélérer seulement 8 maintenir beaucoup. La grande majorité veulent maintenir, donc ne veulent pas aller plus vite que les gouvernements. Et ralentir, il y a même 27 qui disent ralentir. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que le gouvernement prenne des décisions très rapidement. Le confinement va se prendre tranquillement. L'Alberta, sur cette question-là, est à 50 qui veulent accélérer. Fait que, vous voyez, en Alberta, on est dans une dynamique qui est tout autre que dans le reste du Canada. Mais tout ça pour dire, là, la vitesse actuelle plaît à la population. Fait que forcément, le gouvernement va probablement écouter et y aller au rythme de la population. Si on poursuit la dernière donnée sur ce sondage-là, la question, c'est que l'argent est disponible. Oui, il y a une crise économique, mais en même temps, il y a un niveau d'épargne qui est très élevé. La première étude qui est publiée par la Banque de France a publié une étude hier qui disait que le niveau d'épargne moyen des ménages français a triplé durant le dernier mois. Ça pour dire qu'il y a de l'argent qui est disponible et les gens ont hâte de dépenser, ont hâte de faire la razzia des centres commerciaux. Voici ce qu'ils ont le goût en premier. Les rénovations à domicile. Si vous êtes dans le secteur, là, préférez-vous répondez au téléphone, au texto, parce que les gens vont vous demander à cet égard-là d'intervenir. Aller dans un marché public, magasiner dans un centre d'achat, et je rajouterais le retour au travail, je reviens sur cet aspect-là tout à l'heure, qui nous touche tout le monde directement, manger au restaurant. Pour les autres, là, voyager aux États-Unis, aller dans le bas du graphique, sortir, faire la fête, là, disons qu'on n'est pas rendu là au moment où on se parle. Donc, l'esprit général qu'il faut voir, c'est que l'argent est toujours là. La seule chose, c'est qu'elle change de poche. Fait qu'on n'est pas dans une récession où il n'y a pas d'argent nulle part. Non. Il y a de l'argent qui est disponible. Il y a des secteurs d'activité où c'est plus difficile. Ça, c'est l'étude de Statistique Canada publiée la semaine dernière. Les secteurs les plus touchés. Ce que ça dit, c'est le pourcentage des entreprises qui ont mis au moins 80 de leurs employés à pied. Donc là où ça va vraiment mal. Hébergement, restauration, 69 des entreprises ont mis au moins 80 si ce n'est pas 100 de leurs employés à pied. Et on retrouve soins de santé, arts et spectacles. Donc, si vous êtes dans cette liste-là, surtout les 5 premiers, vous êtes dans le trouble, vous le savez. Par contre, il y a bien d'autres secteurs, il y a beaucoup d'autres secteurs où il y a des opportunités. Et là, on va rentrer là-dedans. Où sont les opportunités? C'est ça, l'esprit. Oui, il y a un constat que c'est difficile, mais c'est possible de s'en sortir. Il y a un indice développé par Wall Street qui s'appelle l'indice Stay at Home. Tous ceux qui sont liés à l'achat en ligne, l'alimentation, le divertissement, le télétravail, le service de livraison ont des avantages certains. Parce que forcément, l'économie se déplace et les gens utilisent ce type de service-là. J'arrive avec des données plus précises dans quelques minutes. Ou le deuxième, j'appelle ça l'indice Bill Gates. Ceux qui ont lu sa biographie, Bill Gates, pas un ami personnel, là, il disait simplement ceci, c'est qu'il faut juste placer notre entreprise au centre de la spirale. C'est la spirale qui vous amène. Quand le marché est bon et vous êtes au bon endroit, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que Microsoft a été créé. Il n'était pas nécessairement meilleur que les autres, mais il s'est placé au centre de la spirale, notamment avec son contrat avec IBM, qui a permis de propulser.
Il y a des entreprises dont l'indice boursier a augmenté. Nous sommes sur Zoom présentement, 50 d'augmentation. Microsoft, Amazon, le problème, c'est que vous voyez que c'est des géants mondiaux. C'est ça la difficulté qu'on a. Mais à l'inverse, il y a quand même, nous, dans notre quotidien, des réalités sur lesquelles on peut s'accrocher et c'est ce que je vais vous présenter dans quelques instants. Vous avez la photo devant vous, la photo ici que j'ai choisie avec soin. Vous avez sur cette photo-là les 7 tendances de base que je vais vous expliquer au cours des prochaines minutes, puis on va revenir sur cette photo-là un peu plus tard. Tout est dit en une photo. Le Québec de demain là, est dans cette photo-là. On continue. Premier élément le plus important, à mon avis, c'est forcément le numérique. Vous le savez, on l'a mesuré. Le numérique fait un bond de 10 ans. Ça prenait un certain temps avant que les entreprises deviennent digitales. Le rythme est long au Québec, il est long à Montréal pour se rendre plus digital. Là, maintenant, là, vous êtes obligés à tout égard. Parce que dans le quotidien, les gens ont franchi une barrière. 18% des consommateurs ont adopté au moins un comportement en ligne, c'est-à-dire un achat en ligne pour la première fois durant la crise, et 55%, soit qu'ils l'ont fait une fois ou plus souvent. 55%. Et là, on atteint la masse critique de gens qui fait que l'économie en ligne, elle est partie, avec ses bons et ses mauvais côtés. Je dis ça parce qu'il y a une étude qui avait été publiée que lorsqu'une invention atteint 20%, elle atteint la masse critique pour avoir un effet domino sur l'ensemble de la population. Rappelez-vous, quand les emails sont arrivés au départ, personne n'avait d'email. Tu demandais à quelqu'un, as-tu un email? Mais quand 20% du monde te dit que tu as un email, tu dois avoir un email, donc tu vas chercher le email, et ainsi de suite. Il y a un effet domino comme ça, et c'est là où on est présentement dans les achats numériques. Il y a des secteurs où ça évolue plus vite. L'achat, par exemple, d'épicerie augmenterait de 10%, alors qu'à l'inverse, dans le meuble, c'est une augmentation de 3% seulement d'achats sur le numérique. Bon, et vous avez toutes sortes d'économies entre les deux, entre le 10 et le 3%, mais il y a une augmentation importante de ces données-là. Et donc, forcément, vous le savez, mais là, on le mesure. Allons un peu plus loin, parce que le numérique, souvent, on voit ça comme des vieux. Nous, tous les au-dessus de 40 ans, on voit ça, on va avoir un bon site transactionnel, le monde va être heureux, tout ça. C'est plus compliqué que ça parce que le numérique, c'est la mobilité. Mobility first. Essayez de faire votre épicerie sur votre téléphone cellulaire, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, ce n'est pas adapté. Fait que les autres, ils sont limités parce qu'il faut que tu sois assis à ton bureau, à ton écran pour le faire. Fait que réfléchissez l'avenir en fonction de la mobilité, pas en fonction du site Internet qui accompagne. 70% des Canadiens et des Québécois débutent leur journée en ouvrant leur téléphone. La nouvelle, ils ne vont pas la chercher. Elle vient à eux par le téléphone. Si vous n'êtes pas dans leur mobile, vous n'existez pas. Le soir avant de se coucher, 75% vont regarder leur mobile avant de se coucher. Vous imaginez, l'économie est entre le lever et le coucher, là, et forcément, le mobile est au cœur de ça. D'ailleurs, là, vous avez au total, en moyenne, 20% qui ont commandé leur épicerie en ligne. C'est-à-dire de ceux qui ont commandé en ligne l'ont fait par le téléphone mobile, ce qui est quand même énorme. Si je continue, le télétravail. Là, je m'attendais quelques minutes sur le télétravail. C'est important. 3 statistiques qui nous ont frappés dans tout ce qu'on a mesuré. Il est là pour rester. Il n'est pas temporaire. 41% des employés actuellement sont en télétravail. C'est normal que ce ne soit pas plus que ça parce que vous avez des gens qui sont dans une shop ou des gens qui n'ont pas accès à des bureaux et qui n'utilisent pas l'informatique. Donc, forcément, il y a toutes sortes de gens dans l'économie. Au global, c'est 41%. Ceux qui sont en télétravail actuellement, 79% nous disent qu'ils sont satisfaits de leur expérience. Wow! Ils sont contents, le monde sont heureux. Oui, ça chiale au début parce qu'il faut que tu t'organises, les enfants, le chien, la famille, tout ça, mais ils commencent à prendre des habitudes qu'ils aiment. Moi, ça me prend 1 heure d'aller au bureau tous les jours. Là, je me dis, hey, je vais-tu y aller tous les jours? Et ça, là, c'est ce que les gens se disent. Vous avez 35% des gens qui se disent le transport va être trop difficile, je vais vouloir rester plus souvent à la maison. Et même, c'est 58% de tous ceux-là qui veulent rester à la maison en partie ou en totalité. Fait que vos employés là, vont vouloir rester à la maison. Il faut être capable de le comprendre. Donc, ça fait longtemps qu'on dit d'investir dans le numérique. Là, vous êtes dans une réalité qui est tout autre. Il faut investir et c'est le temps maintenant. Dans vos plans de sortie de crise, dites-vous que vos employés qui sont au cœur de la machine, eux autres, là, ils vont travailler de la maison. Il faut trouver les moyens de les rendre le plus efficaces possible. Si on poursuit, 4e tendance, santé et alimentation au cœur des dépenses. Vous avez une réalité nouvelle. Là. Tout ce qui concerne la santé des gens est primordial parce que cette crise-là va durer des mois avant qu'on trouve le vaccin. Ce matin, j'avais des rencontres avec des docteurs, je suis sur des conseils d'administration, qui me disaient qu'ils ont espérance que d'ici 6 mois, le vaccin soit là. Ils disent qu'il y a véritablement 4 ou 5 expertises dans le monde actuellement où on se rapproche. Il y a la partie remède, limiter les coûts, et la partie vaccination.
Donc, le potentiel est vraiment là et réel. Ce que ça crée dans le quotidien des gens, c'est que les gens cuisinent davantage. 62% des gens nous disent qu'ils veulent, après la pandémie, continuer de cuisiner à la maison. Donc, ça veut dire les ingrédients de base. Tout ce qui est produit santé est de plus en plus produit beauté. Parce que forcément, quand on est à la maison, on investit moins, mais quand on commence à ressortir, on investit plus. Produits désinfectants, produits locaux, et je reviens sur cet aspect-là tout à l'heure parce que c'est fondamental pour nous comme gens d'affaires au Québec. Service de livraison, commande à l'auto. Et forcément, il y a une conséquence. Actuellement, 32% ne dépensent que l'essentiel. Ils ne veulent pas faire de dépenses superflues parce que l'avenir est incertain. Donc, vous devez vous intégrer cette tendance-là dans la réalité. La santé de vos gens, la santé de vos consommateurs est au cœur des priorités au moment où on se parle. La cinquième, probablement une des plus fondamentales pour les gens d'affaires, c'est l'achat local. L'achat local, on est en train de faire une étude présentement sur l'achat local pour être capable de comprendre en profondeur qu'est-ce que ça veut dire. Hein? C'est une étude qu'on va publier dans une couple de semaines. Forcément, là, c'est une étude syndiquée. Il faut en payer un bout là, de cette étude-là. Elle n'est pas gratuite. Là. Mais c'est une étude, nous autres, qu'on veut fondamentale pour mesurer entre l'intention et l'action. J'ai écrit un livre, moi, Le Code Québec, là, qui disait ceci. Les Québécois, c'est ceux qui ont le plus l'intention, puis c'est ceux qui font le moins d'action. C'est vrai en environnement, c'est vrai en religion. On est les plus catholiques, les moins pratiquants. On est les plus environnementalistes, mais les gens qui ont le moins comportement écolo. Et nommez-en, on a 15 paradoxes comme ça. Dans l'achat local, c'est la même chose. On est ceux qui ont le plus l'intention d'eux, mais ceux qui le font le moins. Fait que là, maintenant, ça change cette dynamique-là, puis cet écart-là se diminue. Au moment où on se parle, 16% ont acheté des produits locaux au cours de la dernière semaine. Donc, c'est quand même un taux important. 58% ont l'intention d'en acheter plus. Et donc, ça demeure aussi une donnée importante. Ce qu'on s'aperçoit, et là, c'est un partage d'une information qu'on vient de mesurer sur le prix. Parce que le facteur premier de ne pas acheter local, c'est le prix. À prix égal, le monde va acheter local. Il y a une intention de. Le prix jusqu'où? Bien, le prix jusqu'où, c'est entre 5 et 8%. Si vous dépassez le 8% de plus élevé que le concurrent, ils vont aller ailleurs. 8%, c'est dans l'alimentation, parce que forcément, il y a un deuxième facteur. Acheter de l'alimentation chez nous, c'est aussi local, c'est aussi écologique, et aussi on fait plus confiance aux produits. Tu es à 8%. Dans la majorité, tu es à 5%, et dans quelques cas, comme l'assurance, la finance, c'est 3% à la marge. Ça vaut 3% avoir un label québécois. Le problème du local, c'est quoi un produit local? C'est-tu le territoire, où il est manufacturé, où il est vendu? Un produit local, pour les gens, ce n'est pas un produit régional, c'est un produit d'abord québécois. Ensuite, de la région, et ensuite canadien. C'est-à-dire que si tu n'as pas le produit québécois de disponible, ils vont acheter le produit régional. Si lui n'est pas disponible, c'est le produit canadien. Sinon, bien là, ce que ce soit américain ou européen, pour les gens, c'est de l'extérieur. Donc, la première chose, c'est de quel endroit. Le deuxième facteur qu'on mesure, c'est forcément si la matière première est au Québec, c'est un élément important, parce que tu vas avoir la matière première transformée en Chine, revendue ici, c'est un produit local, ça? Les gens disent oui, d'abord qu'il est manufacturé au Québec. Et donc, la question, c'est de savoir comment vous identifiez votre local. Actuellement, à la SAQ, il y a un article en fin de semaine qui disait que les ventes de vin québécois ont augmenté de 60%. Pourquoi? Ils ont juste mis un ruban bleu dessus. La couleur bleue là, devient la couleur tendance au Québec. Il faut être capable de se l'approprier. Donc, le prix est le premier facteur. Le deuxième facteur de non-achat, c'est l'information. Les gens n'ont pas l'information si c'est un produit québécois ou pas, ou l'accessibilité au produit. Ils veulent bien, là, mais il n'est pas là. Fait qu'il y a vraiment une dynamique. Si j'étais québécois, gens d'affaires, que tu produises un produit ou même un service, le label Québec devient un élément majeur incitatif. Ce qu'on appelle en économie une condition nécessaire, pas suffisante. Ça me prend un bon prix aussi, mais c'est un avantage qu'on a. Les gens veulent acheter de vous. Il faut juste que ça soit achetable, qu'ils le sachent, puis que le produit soit disponible. Ensuite de ça, la sixième tendance, ils achètent une plus grande quantité. Ça, là, c'est une tendance vraiment évaluée. Ça, c'est vraiment l'effet stock room. Hein? Où là, il y a une crise, là, il y a 26% actuellement qui font des réserves. 36% chez les jeunes ménages. Ça veut dire que la tendance risque de se poursuivre parce que ce que les jeunes font, c'est ce que les autres vont suivre après. Vous savez, avec les milléniaux, là, c'est la première génération où ce n'est pas les vieux qui donnent le ton, c'est les jeunes. Parce que même les gens plus âgés, ils veulent ressembler aux plus jeunes. Et regardez ce que les jeunes font, vous regardez ce que l'avenir est. Puis dans les sondages, ce qui est en bas de 35 ans, c'est totalement différent que les gens qui sont au-dessus de 35 ans. Par exemple, est-ce que l'argent est important dans votre vie? Nos chers amis baby boomers, quand vous aviez 20 ans, à peine 45% disaient que c'est important. Les X, quand ils avaient 20 ans, 55% disaient que c'est important.
Les milléniaux aujourd'hui, à 20 ans, c'est 75 qui disent que l'argent est important. On n'a plus peur de parler d'argent chez la jeune clientèle. Mais donc, il y a toutes sortes de réalités nouvelles, c'est là, comme celle de la quantité. Ça veut dire que vous êtes capable de vendre des formats plus gros. Le rapport, ce n'est plus nécessairement un qualité-prix, c'est un rapport quantité-prix. Les gens sont prêts à acheter plus gros. Fait que si vous êtes un manufacturier, là, ça serait le temps de penser à des volumes plus importants puis que les gens y gagnent parce qu'il y a un potentiel de vente ici qui est aussi important. La septième, c'est la confiance dans l'État. C'est nouveau, ça. Depuis 20 ans, on dit moins d'État possible. Là, depuis le début, là, c'est plus d'État possible. Nos gouvernements dépensent de façon importante, je vais dire éhontée, mais on ne dira pas ça, on le dira dans un an, dépensent de façon importante pour soutenir l'économie et ça marche. Il y a un effet de solidarité qui est fort, puis un effet de nationalisme qui est fort. Québécois ou Canadien, ce nationalisme-là existe, il existe partout dans le monde. On veut protéger d'abord le pays avant de protéger les autres. C'est encore plus vrai aux États-Unis. Là, on parlera de Trump s'il y a des questions tout à l'heure, parce que lui, il fait peur parce que la dynamique de la pandémie est en contrôle, d'un certain contrôle en Europe, mais pas du tout aux États-Unis. Ça a un impact direct au Québec, on reviendra plus tard. Deuxième élément, c'est toute la notion d'environnement et changement climatique. Vous allez voir que les consommateurs vont devenir dogmatiques à cet égard-là. C'est un passage obligé. Et là, l'écart entre l'intention et l'action se diminue considérablement. Mais il faut penser aussi qu'on va faire face à des coupures, à du chômage, à de la taxation. C'est une question de temps. Pas dans la prochaine année. Le gouvernement ne sera pas assez effronté pour faire ça, surtout qu'il risque d'avoir une élection, à mon avis, rapidement, plus rapidement qu'on le pense, avec les taux de popularité des gouvernements. Monsieur Trudeau, actuellement, a un taux de popularité de 77 %. Son père en serait jaloux. Et François Legault, c'est un phénomène. 88 % de satisfaction au moment où on se parle. C'est du jamais vu dans l'histoire. Il est entre 88 et 94 % là, depuis un certain nombre de temps. Là. C'est dans les crises comme cela qu'on voit l'homme politique et les Québécois sont satisfaits de son intervention. Par contre, il va falloir qu'ils commencent à penser aux coupures. Ils coupent où après? Parce que le gouvernement fédéral a 252, on prévoit cette année, le directeur du budget fédéral, donc les chiffres du gouvernement prévoient un déficit de 252 milliards de dollars. Ça va une année, là, mais c'est 45 % du PIB. Là. Fait que là, à un certain moment donné, là, on est mieux placé que les autres pays selon les études, mais ça demeure lourd. Donc, forcément, il y a une conséquence. Le chômage est passé de 5,8 à plus que 7,6 % et à 8,1 % au Québec. Et ça augmente. Pour les gens d'affaires qui m'écoutent, le chômage, il y a un bon et un mauvais côté. Il y a moins de consommateurs qui ont de l'argent, mais d'un autre côté, vos employés vont devenir de plus en plus fidèles. Avant la pandémie, c'est l'employé qui avait le contrôle. C'est lui qui choisissait son entreprise. Maintenant, c'est différent. Les gens veulent garder leur travail parce qu'ils sont fondamentalement insécures. Ce sont les chefs d'entreprise qui ont maintenant un pouvoir. Fait que quand je dis que la pandémie, ce n'est pas tout négatif, là, pour un chef d'entreprise, je vous dis que vos employés sont plus efficaces, ont peur de faire leur job, puis s'en iront pas ailleurs facilement. Fait que ça, c'est un élément. Par contre, il y a la taxation, tôt ou tard, qu'on devra affronter. Fait que j'essaie de vous résumer en quelques minutes les trouvailles qu'on a faites, le rendre les plus concrets possible. Vous voyez l'image, je vous reviens sur l'image parce que j'aime beaucoup travailler avec l'image. Moi, je suis un homme de chiffres, puis j'aime ça transformer les chiffres en émotions. Derrière ça, vous avez dans un premier temps le numérique, qui est le facteur premier fondamental transversal. Vous avez toute la mobilité qui doit être au cœur de vos réflexions et le télétravail qui change à jamais la vie de la majorité des entreprises. Vous avez de l'aspect santé. Les gens, c'est une préoccupation majeure de rester en santé. Donc, quand ils vont retourner au travail, ils ont hâte pour plusieurs de retourner au travail, mais ils ont peur de leurs confrères. La majorité des gens pensent que leur confrère peut être contagieux. Vous imaginez les réunions de bureau, là? Ce n'est pas évident qu'il faut retourner rapidement au bureau. Il faut s'assurer que la sécurité augmente. L'achat local, comme j'ai parlé, qui est au cœur de la transaction. La notion de quantité qu'il faut que vous soyez capable de transférer. Les gens sont prêts à payer plus s'il y a un bon deal économique. Par contre, on va faire face à des coupures. Il y a des coupures importantes, donc il va falloir manœuvrer à l'intérieur de ça, des coupures dans les entreprises aussi, donc les achats, le B2B notamment, et les achats qu'ils vont faire. Mais les entreprises ont beaucoup quand même de liquidités. Vous savez, je vous le dis, c'est une crise économique, pas financière. C'est pour ça qu'on va s'en sortir plus rapidement dès que la crainte du virus va ressortir. Et finalement, c'est la gestion de stress qui devient un facteur clé, un facteur important. Dites-vous qu'il y a 10 % des gens qui ont un niveau de stress trop élevé à ce moment-ci qui fait qu'ils auraient besoin de consulter et ça risque d'aller en augmentation quand on regarde les 20 % que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, 8 tendances de fond qui sont là avec lesquelles vous devez composer. C'est clair, c'est net, c'est précis. Quand vous aurez copié de la présentation, vous pourrez avoir le temps de réfléchir derrière ça.
Nous, on fait des études hautes qui ne sont pas publiques. Ça, des études où vous voulez avoir des données par secteur sectoriel. Donc, sur l'effet de la consommation, ils sont disponibles, juste à contacter. J'ai mis mon courriel directement là. Moi, je suis très disponible pour aider les gens d'affaires. Contactez-moi directement pour de l'information ou si je peux vous aider. Moi, c'est ma contribution sociale. C'est sûr qu'il y a une partie qu'il faut vendre là, parce qu'il faut quand même que je paye mes employés, mais au-delà de ça, au total, on a 600 employés au pays, là, puis nous, on est disponible pour aider les entreprises. Je voulais terminer avec une réflexion. Le consommateur est un être d'habitude. Ferez-vous partie de ces nouvelles habitudes-là? Comprenez que dans tout ce qu'il fait, il a tendance à répéter le même système. Par exemple, quand vous allez dans un supermarché, vous rentrez par la même porte, vous allez dans la même allée, vous achetez les mêmes produits, vous payez à peu près le même montant et la durée de la visite est d'environ 52 minutes en moyenne. Ça veut dire que vous avez toujours le même pattern, semaine après semaine. Vous êtes un habitué en termes de consommation. Tellement, par exemple, vous savez, la SAQ, c'est nous qui avons inventé les pastilles dans nos études de segmentation pour être capable de comprendre les types de consommateurs. Mais on est allé plus loin avec la Gaëtan Frigon, puis à l'époque, Jean-Claude Gagnon. On a découvert ceci, puis il m'a permis de le partager. Vous savez, quelqu'un qui rentre dans un SAQ fait toujours les mêmes gestes. Fait que c'est ça le problème. En moyenne, quand il rentre dans la SAQ, il ne parle à personne, il dépense 30 $ en moyenne dans la SAQ. Quand il rentre dans une SAQ et demande un conseil à un consultant, il dépense 45 $ parce qu'il y a une conversation qui se crée. Plus que ça, quand il rentre dans la SAQ et le consultant vient le voir, il dépense pour en moyenne 61 $ parce que le consultant va suggérer des choses. Le consultant est proactif. Il va doubler donc de 30 à 61 $, plus de doubler, si le consultant à l'interne est assez formé et est capable de le convaincre. Parce que le vin, vous voyez, contrairement à l'alimentation, vous achetez ce que vous êtes. Quand vous achetez du vin, vous achetez ce que vous aimeriez être. Vous aimeriez que les autres pensent que vous êtes. Tout ça pour dire, c'est que vos gens à l'interne sont majeurs dans la nouvelle dynamique où le client peut dépenser son argent de façon intelligente. Et souvent, dans les organisations, les gens les moins bien payés et les moins bien formés sont ceux qui sont en contact avec vos clients. Parce que quand vous êtes bon, vous êtes rendu manager. Quand vous êtes bien bon, vous êtes rendu président, mais vous ne parlez plus aux clients. La dynamique va changer parce que vous avez un consommateur qui est plus exigeant. Et surtout que là, il se crée de nouvelles habitudes. Il faut vraiment que vous fassiez partie de la nouvelle habitude. Et c'est là le défi des entreprises. Moi, je sonde dans plusieurs domaines, puis je le vois, le client là, hésite et les habitudes passées ne reviendront pas si facilement si vous n'êtes pas l'effort. Faites pas l'effort. Je termine sur ceci. Donc, ce que je vous dis aujourd'hui, ça ne va pas si mal. Mais le consommateur change. Le monde est en pause, mais le consommateur change et tout change malgré la pause. Le consommateur change sa façon de penser. Conséquemment, il change sa façon de dépenser. Merci. Michel, tu es sur mute encore? Moi, je suis sur mute encore. Il faut que je me mute. Ah, je viens d'être démuté. Merci, Jean-Marc. Merci beaucoup. Très intéressant. Rapidement, les gens qui voudraient poser des questions, là, il y a la petite icône Q&A en bas, vous pouvez le faire. Moi, je vais commencer tout de suite. Jean-Marc, je t'écoutais, puis je n'étais pas capable de m'empêcher de penser à beaucoup des gens qui nous écoutent, puis moi-même, on vit dans la grande ville. C'est dense, il y a du monde, il y a des artères commerciales. Ce que tu observes, là, si on essayait de trouver des conclusions plus spécifiques à une dynamique de grande ville, est-ce qu'il y a des choses qui sont exacerbées, densité urbaine, artères commerciales? Comment tu vois les messages pour la grande ville et les établissements de la grande ville? Au niveau sanitaire, dans un premier temps, ce que les gouvernements font actuellement, c'est observer ce qui se passe à travers le monde. Parce que le déconfinement est une nouvelle réalité. Est-ce que la vague de la pandémie va revenir? Les premières indications, c'est non. En Autriche, par exemple, ce matin, il y a un article publié qui dit qu'en Autriche, il y a un déconfinement puis il n'y a pas de retour de la pandémie. Ça, là, c'est le premier gros facteur à surveiller parce que le gouvernement, il va par étapes. Avant qu'il déconfine Montréal, il va regarder l'effet direct. Après, Montréal, c'est étape par étape. Fait que là, il y a un certain nombre de services qui vont être ouverts, là, comme dans le cas de l'extérieur de Montréal, c'est la construction, les écoles et les commerces qui ont pignon sur rue. Et vous voyez, il va y aller par étapes. Et là, ça va dépendre si les gens sont assez disciplinés ou pas pour suivre. Là, comme j'ai mentionné, le niveau de délinquance est un peu dangereux. C'est élevé, une personne sur 3. Il y a une réalité qui est là. Par contre, pour ceux qui sont des commerçants, vous savez, la réalité, c'est qu'on veut tous que le commerce rouvre. Le lendemain, quand il est ouvert, c'est plus le fun. C'est pas beaucoup le fun de faire du commerce, là.
Parce que dans ton magasin, il faut que quoi, le quart des personnes peuvent rentrer, 25 c'est un restaurant. Quelques clients seulement, il faut qu'ils portent des masques, il ne faut pas qu'ils touchent aux produits. Il y a toutes sortes à la caisse, ça prend un plexiglas, il y a toutes sortes de réalités avec lesquelles on doit composer. C'est un moindre mal, mais dites-vous que c'est une étape normale. On ne sait pas quand est-ce que ça va durer. On sait, à mon avis, que l'avenir va être meilleur. La semaine prochaine, ça va être meilleur qu'aujourd'hui. C'est une question de temps. C'est jamais si pire qu'on pense, c'est jamais aussi bien qu'on pense. C'est entre les deux, mais surveillez ce qui se passe ailleurs dans le monde. C'est ça, à mon avis, qui va être l'indicateur quand est-ce que Montréal va ouvrir. Le gouvernement a reculé d'une semaine. Au 18 mai, l'ouverture à Montréal, et là, il va observer ce qui va se passer. Mais c'est une question de temps et de jours. Jean-Marc, tout à l'heure, tu as parlé de l'indice Stay at Home, qui était, dans le fond, toutes les activités ou les entreprises actives dans ce qui nous sert quand on reste à la maison. Dans 6 mois, est-ce qu'on est dans un mindset, puis 6 mois, c'est peut-être 1 an, mais on est-tu dans un mindset stay at home parce qu'on a eu peur puis on va rester traumatisé toute notre vie? Ou au contraire, on est dans je veux surtout pas être confiné, là, je veux sortir, je veux voir le monde, je veux être là où ça se passe. Psychologiquement, comment on réagit à long terme? Est-ce qu'on reste apeuré ou si on a envie de vivre? Oh non, on a envie de vivre. Puis au Québec particulièrement, tu vois, l'effet de solidarité est toujours plus fort au Québec dans tous les aspects. La question, c'est que la solidarité ne dure jamais longtemps au Québec. Là, ici, c'est la première fois parce que la crédibilité du gouvernement est là, que la solidarité reste de plus en plus longtemps. Les gens ont le goût de sortir, ils ont le goût de faire la raison, mais il y a une peur intérieure. Et la peur, elle est transformée. Vous savez, les gens accusent souvent les jeunes. Non, les jeunes aujourd'hui, ce sont eux qui ont le plus peur de transmettre le virus. Parce que la peur, c'est de moins en moins d'être atteint du virus, parce que les moins de 60 ans, le niveau de mortalité est tellement faible. Là, mais la possibilité d'attraper le virus est élevée. Mais la peur, c'est la peur de transmettre. Ce qui va rester, c'est ça. La peur de transmettre aux aînés qui ont subi, à mon avis, les affres de la pandémie. Vous savez, la pandémie qu'on a, ce sont les gens de 70 ans et plus qui sont les plus atteints. La grippe espagnole, il y a 100 ans, la moyenne d'âge des décédés était de 28 ans. C'est une dynamique complètement différente. Elle a duré que 18 mois, la pandémie, sans les moyens qu'on a aujourd'hui. Moi, je fais confiance à la recherche universitaire. Jamais les scientifiques dans le monde n'ont travaillé autant en commun. Ils vont trouver quelque chose pour éliminer ça, mais on en a quand même pour quelques mois. Mais donc, parce que ma question, elle est effectivement, pendant la pandémie, là, on va tous rester craintifs, mais si je te comprends bien, notre envie de vivre, c'est un message positif pour tous ceux qui réfléchissent à des festivals, des activités. Quand on va être déconfiné et qu'on va se sentir en sécurité, là, il y a des gens qui disaient, est-ce qu'on va avoir envie de se retrouver à 10 000, à 15 000? Il y en a d'autres qui disent, ben oui, je vais-tu avoir envie de retrouver cette espèce d'énergie collective? Donc, toi, tu dis, quand on va se sentir en sécurité, on ne va pas rester traumatisé. Mais les normes vont changer. Tu ne vas pas dans un amphithéâtre de 20 000 personnes. Oui, il y en a des gens, il y a moins de 10 des gens qui disent qu'ils ne craignent pas, mais tu as 90 des gens qui craignent. Fait que la conséquence des grands événements, la manière de récupérer, ça va être la baisse des prix. Ça va être là où les gens sont prêts, parce que la baisse des prix, ça triple la possibilité d'y assister. Fait que donc, il y a un effet sur les prix qui risque d'être élevé pour ce qui est de festivals, événements extérieurs et autres. Le plus difficile, c'est la restauration. Il va falloir gérer ça avec précaution. Les gens veulent aller au restaurant. C'est au Québec qu'on va le plus, qu'on dépense le plus pour le restaurant. Et là, il va falloir que les gens démontrent que oui, les tables sont espacées, oui, c'est sécuritaire, la personne qui a touché à ma bouffe, tout ça. Ça prend un certain temps, mais on vit d'exemples. La question du virus, actuellement, on a 20 des Québécois qui connaissent quelqu'un dans leur entourage qui sont atteints du virus, qui est atteint du virus. Ça, c'est une donnée qui monte de façon considérable. Fait que ça, ce 20 %-là, que tu as beau écouter les nouvelles, écouter des conférences, quand ton beau-frère est malade, c'est beaucoup plus concret dans ton quotidien. Là. C'est ça la réalité post-pandémie, la fin de la pandémie, là, c'est l'expérience personnelle que les gens vivent et aussi l'expérience positive. Je suis allé à l'épicerie, je n'ai pas été malade. Ça marche. Hein? Donc, vous voyez, il y a des précautions essentielles. Si les gens suivent les consignes du gouvernement, les 5 consignes essentielles du gouvernement et portent un masque, parce qu'il y a eu tellement d'anecdotes sur ça, c'est une obligation de plus en plus forte. Je ne sais pas si vous avez vu le gouverneur Cuomo cette semaine là, qui a fait un plaidoyer très, très fort pour le port du masque, là, parce que ça sécurise tout le monde. La question, c'est une question de sécurité psychologique dans l'avenir et de vos consommateurs qui rentrent dans votre magasin. Il est prêt à dépenser, mais il faut juste qu'il sente qu'il est en sécurité quand il va chez vous. Jean-Marc, on a beaucoup de questions par rapport au panier bleu, l'achat local. Ouais. Évidemment, tu peux comprendre, dans le milieu des affaires, les gens se posent la question, est-ce que je me mets à investir beaucoup dans cette direction-là? Puis tu l'as bien dit,
sachant que les Québécois sont très sensibles au prix. Tu sais, dans le meilleur des cas, tu disais tantôt, c'est 8 d'écart de prix qui serait acceptable. Et là, on rajoute la couche qui est la complication. C'est-tu simple de me faire livrer? Est-ce que le coût de livraison qui se rajoute est exorbitant? As-tu des conseils à donner à tout le monde qui se pose des questions? Dans quelle mesure j'investis dans mes systèmes de livraison? Est-ce que je devrais me regrouper avec d'autres pour avoir des systèmes de livraison plus efficaces? Est-ce que ça vaut la peine? Tu viens de dire un mot important, le regroupement, c'est majeur. C'est ce qui fait la force de l'économie du Québec. Les RONA, les métros de ce monde, les caisses populaires des jardins, tout ça, là, ça vient de regroupement. Vous savez, nous, ça vient de la base, puis avec ça, on crée des grandes entreprises. C'est ça la force du Québec. Au Canada anglais, c'est totalement l'inverse. C'est un top-down. Ça vient d'en haut, puis on impose au reste du Canada. Nous, ici, le regroupement des individus, c'est la clé. Vos concurrents ne sont plus les mêmes. C'est pour tout le monde, c'est comme ça. Vous avez intérêt à vous parler, à vous regrouper, parce que la PME est passée solide tout seul. Ça, c'est un des éléments majeurs. Et ça, là, c'est là que l'achat local devient important. C'est là, à mon avis, moi, il y a un préjugé très favorable qui n'a jamais été aussi favorable sur l'achat local qu'aujourd'hui et que demain. Ça va durer. La question, c'est que forcément, il y a une question de coupure budgétaire, il y a une question de gens qui ont moins de revenus. Le prix est extrêmement important. C'est la valeur du local n'est pas plus que 5 en moyenne, jusqu'à 8 dans l'alimentation. Donc, si vous dépassez 5 ça ne vaut pas la peine d'investir. Vous allez perdre de l'argent. Mais vous êtes capable d'avoir un prix variable et surtout de bien l'identifier. Déjà, au départ, le premier geste qu'il faut faire, c'est fait au Québec. Hein? C'est fait, et ça, là, à mon avis, il y a quelque chose de majeur derrière ça. Il y a vraiment, c'est une des tendances de fond qui est nouvelle. Là. Il y a vraiment une intention forte des gens. Ça veut dire que l'action va grimper. Jusqu'à quel niveau, c'est plus difficile, mais elle va grimper. Tout ce que je vous présente, par exemple, les 7 indicateurs, là, on ne peut pas prédire l'avenir. Moi, les sondeurs, on est bien bons pour prédire le passé. Ça, on est génial de prédire le passé. Mais on sait qu'il y a 7 indicateurs qui sont là. On ne sait pas avec quelle puissance ils vont frapper. On ne sait pas la durée de l'indicateur, dont celui de l'achat local, mais on sait qu'il existe vraiment. Jean-Marc, tu ne sondes pas aux États-Unis, mais on a reçu une question, là, Joël Gagné, qui disait d'abord, excellente présentation, et qui dit, est-ce que tu peux nous parler des impacts potentiels de ce qui se passe aux États-Unis? Peut-être en sous-question, comme le tourisme international, nous, on va-tu avoir envie d'y aller aux États-Unis ou à l'étranger? Alors peut-être, parlons d'abord de comment ça se passe aux États-Unis, puis ensuite l'impact sur notre psyché à nous de comment ça se passe. Mon sondage hebdomadaire que je fais, j'ai rajouté la composante américaine. Je fais Canada au complet, puis je fais aussi les États-Unis parce que j'aime beaucoup la notion de benchmark. Vous savez, en sondage, un chiffre, ça ne veut pas rien dire. Un chiffre comparé, ça veut dire beaucoup. Et j'aime beaucoup d'avoir la comparaison avec les Américains. Par exemple, ce matin, je tweetais Denis qui disait ceci: les Américains nous aiment 2 fois plus qu'on les aime. 70 des Américains aiment les Canadiens, puis autour de 34 des Canadiens aiment les Américains. Bon, tu sais, la dynamique est là à cause de tout ce qui s'est passé, puis à cause de la présidence actuelle. Là. Les Américains, de tout ce que je vous ai montré, ils ont plus peur que nous. Ils sont plus en arrêt que nous au moment où on se parle, particulièrement dans les grandes villes. Hein. Fait que ça, c'est un facteur important. Le voyage hors États-Unis, là, pensez-y pas dans la prochaine année, les Américains, là, déjà, sortir des États-Unis, c'était déjà beaucoup. Là, aujourd'hui, c'est encore moins. L'inverse est vrai aussi. Au moment où on se parle, la grande majorité des Québécois ont cancellé leurs vacances. Il reste 8 des gens qui avaient préparé leurs vacances qui l'ont encore maintenu malgré la pandémie. Par contre, le voyage intra-Québec va aussi s'améliorer. C'est des milliards de dollars qu'on va investir. Fait qu'à mon avis, si vous êtes dans le tourisme actuellement, ce n'est pas à l'extérieur, vous allez le chercher, c'est au Québec. Il y a la grande majorité des gens nous disent, et puis là, je pense de mémoire, là, c'est autour du 3/4, là, qui disent qu'ils ne voyageront pas aux États-Unis tant que le vaccin ne sera pas disponible. Très bien. Revenons un petit peu sur notre tourisme intra-Québec. Tu en parlais tantôt. Les gens de Montréal voient bien les inquiétudes des gens en région par rapport aux gens de Montréal. Moi, l'autre fois, quelqu'un m'a dit, oui, mais quand ils vont vouloir le tourisme montréalais avec son dollar, ils vont soudainement être plus accueillants. Comment tu vois ça, cette dynamique interrégionale, cette méfiance peut-être qui est temporaire, mais comment tu vois évoluer les choses au Québec? À court terme, les gens ont peur de Montréal. Dans les régions, là, c'est quand les Montréalais vont commencer à se promener, parce que si les commerces ouvrent dans les régions rapprochées, les Montréalais risquent d'aller au commerce. Là. Ça, c'est un contrôle qui n'est pas évident, donc le virus pourrait aussi se propager. Là. Fait que ça, c'est moins évident. Mais dans un deuxième temps, moi, je dirais dans 3-4 semaines, là, quand Montréal va être déconfiné, il y a une confiance nouvelle qui va arriver. Et à partir de là, tout va redevenir normal. Les gens ont besoin de ces dollars-là. Et l'hébergement, la restauration de l'économie liée au tourisme est fondamentale. Mon père était ministre du tourisme. Hein?
Puis chaque dollar, c'est du dollar qui vaut cher, qui est parce que c'est notre dollar, au lieu de le dépenser aux États-Unis, donc une perte d'un dollar, on le dépense au Canada. L'achat local, ça commence par le tourisme, à mon avis. Oui, oui, Là, oui. mon père avait une idée d'acheter une île dans le sud, qui aurait été Oui, une bonne idée. Mais ça, on s'en rappelle, on s'en rappelle. ça, c'est un autre débat. Peut-être une question, j'en reviens sur la dynamique de Montréal. Tu as parlé de télétravail, tu as dit que les entreprises vont devoir l'intégrer de façon permanente. Penses-tu que ça a un impact sur la demande d'espace à bureau au centre-ville? Penses-tu qu'on continue de construire des tours, pas juste à Montréal, mais partout dans le fond? Comment tu vois l'avenir des centres-villes dans le contexte du télétravail? Ça va être plus difficile. Ça, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens. Quand je dis que 58 des gens qui aimeraient travailler plus souvent ou totalement de la maison, ça a une conséquence directe. À l'inverse, il y a une autre conséquence, c'est que les bureaux, tu ne peux plus entasser 24 personnes dans un bureau, là. Fait que l'espace du bureau va toucher. Fait que donc, on a moins de monde. Dans le fond, si tu as la moitié de moins de monde, il faut que tu prennes le double d'espace. C'est pour ça que là, je n'ai pas de calcul, mais l'esprit logique, je ne suis pas sûr qu'il y ait un bouleversement aussi fort qu'on le pense. Parce qu'on a quand même besoin de se réunir. On a quand même besoin d'avoir des gens qui sont au bureau. Fait que si on prend que c'est 58 puis je ne sais pas, peut-être que la moitié vont véritablement rester à la maison, ça veut dire que non, ce n'est pas si mal que ça. Et surtout que l'argent est disponible. C'est ça l'élément clé que les gens d'affaires doivent comprendre, là. On n'est pas comme en 2008 où la catastrophe était partout au niveau financier. L'argent est disponible. Le problème, c'est que l'argent, elle est artificielle parce qu'elle provient du gouvernement. Le PCU, là, qui est le programme d'urgence, le programme canadien d'urgence que les gens ont reçu, il y a 20 des Canadiens, 5,4 millions de gens qui ont reçu le chèque de 2 000 $. Le gouvernement fédéral a été d'une efficacité extraordinaire là-dedans. Contrairement au pays Phoenix, là, vous avez de la difficulté dans ça. Là, mais il y a de l'argent dans l'économie, mais elle est quand même artificielle, cet argent-là. Donc, dans un premier temps, dès qu'on sort du déconfinement, il y a de l'argent qui est à dépenser. La question, c'est qu'à moyen terme, ça va changer. Le lieu de travail va changer. Les gens vont se méfier d'avoir des réunions avec les autres personnes autour, mais il va falloir qu'ils vivent leurs propres expériences. Les plus crédibles, ce sont d'accord les gouvernements, mais surtout les directeurs de santé publique. Leur directive est importante là, au cours des prochaines semaines. Jusqu'à quel point on peut interréagir avec les autres? Une autre question, toujours par rapport au grand changement qu'on vient de parler du télétravail. Parlons du commerce en ligne. On avait déjà des artères commerciales qui souffraient à Montréal. On avait plein de commerces de destination qui ferment, même des grandes chaînes, puis on l'a vu aux États-Unis, mais ici aussi, qui ont des graves difficultés. C'est quoi l'avenir de l'artère commerciale? Pendant la crise, on le voit bien, là, ça ouvre en région, on va détecter ce qui s'y passe, mais à moyen terme... Jacques Dantel, qui travaille avec nous comme consultant, là, Jacques Dantel, qui est spécialiste du commerce de est-ce qu'il disait quelque chose qui est fondamental là-dedans? Le commerce sur rue va rester. La question, c'est que la surface utilisée va être moindre. Parce que vous n'avez pas besoin d'avoir de grands magasins, parce que souvent, ça va être des gens qui vont venir chercher directement le produit. D'ailleurs, les jeunes aujourd'hui aiment ça commander, mais ils aiment surtout aller chercher le produit, parce qu'ils ne sont jamais à la maison. Hein? Fait que donc, forcément, ça va changer, mais tu as besoin d'un commerce sur rue, tu as besoin de faire la promotion de tes services, tu as besoin de toucher un certain nombre de matériel, tu as surtout besoin de parler avec quelqu'un. Hein? Fait que tout ça, pour la vraie tendance que Jacques voit, puis j'y crois profondément, c'est que les commerces, au lieu d'avoir 120 000 pieds carrés, vont en avoir 60 000. Au lieu d'avoir 60 000, vont en avoir 30 000. Hein? Mais la clé, c'est d'être dans le monde digital. C'est aussi une opportunité. Il faut être dans le monde digital. On a un retard à cet égard-là, forcément, contre les gros de ce monde, là, mais on a un retard de ce monde-là. Donc, le meilleur exemple, là, c'est quand dans les années 20, la radio est arrivée, on a dit c'est la fin des journaux. Pourquoi lire? Tu peux l'entendre. Les deux ont resté. Quand dans les années 50, la télé est arrivée, c'est la fin de la radio, tu vas le voir, pourquoi l'écouter? La radio, la télé. Quand Internet est arrivé, c'est la fin de la télé. Non, ça prend une dynamique qui est différente. Quand les films Netflix sont arrivés, on a dit le cinéma, c'est terminé. Non, le cinéma existe encore, puis il est en santé comme jamais, sauf que la salle est 2 fois ou sinon 3 fois plus petite qu'avant, et les films durent de moins en moins longtemps. Les marchés s'adaptent. C'est la même chose sur le commerce de terre. On s'adapte à cette nouvelle réalité-là. Écoutez le consommateur, c'est lui qui a raison. Ce n'est pas la meilleure invention qui gagne, c'est celle que le consommateur veut acheter. Ce n'est pas toujours la même chose. On l'a vu, on s'en rappelle, les plus vieux VHS bêta. Aline Pacheva, elle veut nous forcer à creuser un peu sur les tendances de consommation en ligne, puis l'offre de services locaux. Puis sa question, c'est de dire, est-ce qu'il n'y a pas
une difficulté à avoir une offre de service locale visible si les gens essaient de détecter leurs produits et ce qu'ils cherchent en ligne. Autrement dit, comment tu fais pour faire du bruit en ligne? Sur la rue, tu as ton affiche, tu es visible. Si quelqu'un marche devant, bien, il la voit. En ligne, comment tu vois l'évolution? Est-ce qu'on va être capable de faire ressortir nos achats locaux ou notre offre locale? La meilleure promotion que tu peux faire, c'est un client satisfait. Ça passe par le client. Le client que vous avez servi en ligne doit être satisfait. Soyez proche de lui, écoutez-le. Parce qu'avant, en marketing, quand moi j'ai commencé, moi c'était en 86, j'ai créé l'entreprise, c'était un client insatisfait en parle en moyenne à 13 personnes autour de lui. Moi, je l'ai recalculé, ce chiffre-là. Un client insatisfait aujourd'hui en parle à 160 personnes en moyenne. Fait que la clé, vous avez beau faire toutes les promotions que vous voulez, l'expérience du client, elle est majeure. Fait que si vous êtes en ligne, assurez-vous que votre client est content parce que c'est lui qui est votre ambassadeur. Et il faut aussi le nourrir pour qu'il soit ambassadeur. J'ai travaillé sur Victoria's Secret. On ne peut pas savoir comment les gens qui achètent chez Victoria's Secret, ce sont des ambassadeurs de la marque. C'est eux qui sont les meilleurs vendeurs. Fait que le numérique, ne voyez pas ça comme des promotions sur Google et Facebook. Là. Non, non, non. Tu vois ça que t'assurer que ton site soit efficace puis t'assurer qu'il soit satisfait. Par exemple, une étude qu'on a faite en UX, là, des gens pour mesurer l'expérience en ligne, ce n'est pas le nombre de clics qui est important, c'est les cul-de-sac. Comprendre que quand un client arrive dans un cul-de-sac, il s'en va ailleurs. Il faut comprendre que la femme et l'homme ne réagissent pas de la même manière sur le numérique. L'homme, il va extrêmement vite, il a hâte de trouver. La femme prend le temps de lire tous les détails pour être sûr qu'elle est au bon endroit et ne pas se tromper dans le prochain clic. L'homme, il clique, puis il revient, puis il repart. Fait qu'il faut comprendre la dynamique de ce qu'on appelle les personas. Là, je l'identifie homme-femme, là, mais en réalité, c'est quoi les 3-4 clientèles cibles, puis t'assurer qu'ils se retrouvent sur Internet, un peu comme les pastilles, la SAQ, que tout à l'heure. Fait que la clé, c'est un client satisfait. Les Québécois, il y a aussi là-dessus un commentaire, si tu me permets, je travaille à travers le Canada. Là, le client québécois, le problème qu'il a, c'est quand il n'est pas content, il ne vous le dit pas. Ce qu'on dit dans le fond, c'est qu'il achète avec ses pieds. Ça va ailleurs. Un client anglophone, tu as le droit à un email de bêtises, mais au moins, il te le dit. Le problème des Québécois, c'est ça, c'est qu'ils ne le disent pas. Ils n'aiment pas confronter parce qu'on a le bonheur incarné. Nous faire mal à quelqu'un, on n'aime pas ça. Dans la salle de spectacle, là, quand le spectacle est terminé, on se lève debout et on l'applaudit même si on n'a pas aimé. Hein? C'est très québécois comme réflexe. Il faut trouver le moyen d'aller chercher les vrais enjeux derrière. Jean-Marc, moi, je continuerai pendant 1 heure encore. Je pense qu'on a tous envie de se ramasser au restaurant puis à jaser ensemble de tout ça puis à puiser dans tes connaissances. On est arrivé à 10h45, on va libérer les gens, mais je veux vraiment te remercier. Je veux en profiter pour faire mon petit marketing pour ceux qui nous écoutent. On a la semaine prochaine Mélanie Joly qui revient le 11, lundi prochain à 10h. Vous pourrez poser des questions. C'est la ministre fédérale, évidemment, responsable du développement économique. Et on aura d'autres événements, donc suivez-nous. Mais merci beaucoup, Jean-Marc. Merci. Michel, merci. L'objectif, comme je disais, c'est que vous ayez 3-4 idées fortes là, qui restent et qui vous aident dans votre quotidien. C'est ça l'esprit. Puis je termine sur une phrase d'un chercheur américain qui est simple mais tellement vrai. Personne ne peut prédire l'avenir. La seule manière de le prédire, c'est de le créer. Ça, c'est votre job. Merci. Merci. Bon après-midi, tout le monde. Bonne journée.